à l'ensemble des personnes présentes dans la salle, bien sûr, Monsieur le Préfet, Messieurs et Mesdames les membres de l'association citoyenne, les parlementaires, bien sûr, les acteurs économiques et les services multiples de l'État et de la collectivité ou des instances. Ma déclaration préliminaire sera suivie par des déclarations qui seront relativement courtes. Et ces déclarations, nous avons convenu, par discussion, qu'il y aurait, bien sûr, une retransmission de cette partie-là en direct, des déclarations liminaires. À partir du moment qu'on aura terminé les déclarations liminaires, il y aura un enregistrement, ce qui a été convenu entre nous, et la clé USB de cet enregistrement sera remise à ceux qui veulent, y compris l'association. Ça a été convenu, ça a été discuté. Pour moi, c'est très important. Je pense qu'on est dans un moment historique pour la Martinique, historique par l'ampleur de la difficulté, de la crise, qui date de très longtemps, et que ça a conduit à des mobilisations, on l'a connu en 2009 et on l'a connu aujourd'hui, et je le dis clairement, des mobilisations et des revendications qui sont légitimes. La vie chère, c'est la précarité, c'est la misère, c'est le repli, ce sont les inégalités, et je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut s'accorder de dire en commun, ça ne peut pas continuer. Et que si cette réunion nous permet, au-delà de nos propres intérêts particuliers, de parvenir à un accord, ce sera un premier pas vers l'évolution de la Martinique, vers plus d'apaisement, de démocratie économique et surtout d'un développement mieux intégré. Nous savons que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Il ne faut pas se satisfaire de déclarer cela. Il faut mener des actes précis pour voir comment on peut gagner la bataille. J'ai donc décidé, avec le président Salibert, d'ouvrir la porte de telle sorte que l'ensemble des acteurs puissent, et les personnes concernées, débattre de manière sereine, de manière apaisée, j'insiste beaucoup, de manière respectueuse, sans acte, soit sur le plan verbal ou autre, de sectarisation ou de racisme vis-à-vis de qui que ce soit. J'insiste beaucoup là-dessus, et je compte vraiment sur vous, c'est le message que vous nous vont passer, l'ensemble des élus de la Martinique. La CTM, c'est la maison du peuple, donc j'accueille la partie du peuple de la Martinique qui conteste, qui proteste, et c'est une démocratie, et c'est légitime qu'il y ait ce genre de choses-là. Il nous faut sortir de cette situation de crise, et nous devons absolument partager cette volonté claire. Ce que j'ai entendu depuis un moment démontre une chose qui est sans conteste. Il nous faut à la fois faire baisser les prix. Bien sûr, il y aura des divergences sur la quantité, tout ça, la nature, les taux, etc. Il y aura des divergences, mais ces divergences, de mon point de vue, il faut les exposer et accepter que chacun soit quelquefois en contradiction pour trouver le moyen de le faire. Mais ce qui est encore plus important pour nous, si ce moment historique nous permet d'avancer vers l'autonomie alimentaire, vers une mutation économique où les produits locaux ne sont pas que l'appendice de la commercialisation, ce serait extrêmement important. J'insiste aussi beaucoup pour qu'on puisse tenir compte d'un enjeu considérable dans la question des mutations. C'est la question de la distribution alimentaire et c'est la question de la relance. Aux côtés de la baisse des prix, on verra des détails techniques tout à l'heure, de la relance de la distribution alimentaire en Martinique. Pour moi, pour nous, à la CTM, et je souhaite qu'on partage cela, cette réunion n'est qu'une première étape d'une mobilisation qui devrait nous permettre d'accéder à résoudre les problèmes des inégalités en Martinique. 76 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La précarité gagne tout le monde. Quelqu'un qui touche le RSA, c'est 35 000 personnes. Les 400-500 euros de RSA passent dans ce qu'on appelle
l'achat de l'alimentaire de base. Nous allons avancer en allant très loin sous la solidarité humaine, panier de la ménagère. Nous irons très loin dans les outils nécessaires, au-delà des outils fiscaux, financiers, transports, qui Bocaï, Martinique, en mettant en place un marché d'intérêt territorial pour la Martinique, pour permettre de conjuguer les efforts. Nous allons démultiplier les efforts pour qu'on aille vers les circuits courts, beaucoup plus, dans nos cantines et dans nos hôtels. Nous souhaitons véritablement que lorsqu'on rentre dans un centre commercial, ce qu'on voit d'abord, c'est d'ailleurs notre être, notre intérieur, notre capacité de créer, c'est-à-dire la production locale. Nous souhaitons aussi très fortement que l'État puisse accompagner, notamment sur la réforme du POSEI que nous voulons mettre sur pied. Bien entendu, chers Martiniquais et Martiniquaises, nous savons que dans une société qui est en difficulté, des fois il y a des affrontements, mais je ne peux pas ne pas dire clairement que j'appelle à la paix. Et qu'aujourd'hui, on puisse trouver les efforts et les décisions qui appartiennent à l'État, les décisions qui appartiennent à la collectivité territoriale, les décisions qui appartiennent aux transporteurs, transitaires, les décisions qui appartiennent aussi aux chaînes logistiques. Nous devons absolument travailler. Pour quelle raison j'ai accepté que ce soit enregistré et ensuite chacun pourra communiquer par la suite. C'est un droit. Ça s'appelle la transparence. C'est fondamental pour moi. C'est vraiment extrêmement important. La transparence. Nous sommes là de passage. Nous, on n'est que de passage. Tous. On n'est propriétaire de rien du tout. Ce qui fait que la Martinique doit démontrer au sein de la République, parce que nous y sommes. Moi, je suis autonomiste, vous connaissez ma position, mais on y est. On ne peut pas ne pas respecter la République. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je passerai la parole à Monsieur le Préfet pour faire sa déclaration, ensuite à l'association pour faire sa déclaration, et ensuite ceux qui veulent s'exprimer faire une déclaration. Et à la suite de ces déclarations, nous allons bien sûr entamer ce qu'on appelle les propositions. Clair, net et précis. On est dans les actes, on fait des propositions. Et ces propositions sont débattues. Est-ce qu'on sera d'accord sur tout? Je n'en sais rien. La seule chose, je pense que tous les Martiniquais et Martiniquaises qui nous écoutent, qui nous entendent, doivent se dire le premier des objectifs qu'on devait respecter, et je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais qu'on exprime à la fois dans l'humilité de notre être, de notre personne, la capacité de transcender nos intérêts particuliers pour pouvoir regarder face à face la mère de famille ou le couple qui touche 500 € par mois et qui est dans l'incapacité de finir et donner ses enfants à manger dans de bonnes conditions. C'est ça qu'on veut, c'est tout, ça s'arrête là. Et qu'on puisse avancer, je le dis, ne prenez pas ça mal, vers une nouvelle démocratie économique. Quand je parle de démocratie, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de démocratie ici, je suis en train de dire que bas chaque monde dans chance quel que soit coulé la pays origine ou ton. C'est ça que je veux. Si je réussis ça, et si, ça c'est mon combat personnel, si nous réussissons ça, pour la énième fois, je vous tends la main. Pour la énième fois, ne coupez pas ma main. Je vous tends la main. Je vous tends la main. Ne coupez pas la main. Parce que si vous coupez la main, c'est votre propre main que vous risquez de couper. Merci beaucoup. Je passe la parole au préfet de Martinique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. S'ils peuvent nous suivre en ce moment, je voudrais simplement d'abord saluer les habitants de Grand-Rivière, Prêcheurs et Rivière-Pilote qui connaissent des difficultés liées aux pluies abondantes que connaît le territoire et qui font l'objet d'une aide de la part des services de la CTM, de la part des services de la commune et de l'État pour essayer de limiter les dégâts que connaissent ces communes. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous donner ici l'occasion de nous revoir pour la 3e fois en un mois, afin de présenter le fruit de ces dernières semaines de travail partagé, et je dois le souligner, de travail acharné, sur le sujet de la lutte contre la vie chère. Ce travail est le fruit de l'investissement de nombreux acteurs, et je tiens à saluer tout particulièrement le travail de Johnny Ajar, dont le rapport parlementaire a servi de fil conducteur dans le diagnostic des problématiques et dans l'identification des solutions à y apporter.
La lutte contre la vie chère est une préoccupation absolument majeure des Martiniquais, et ce depuis de nombreuses années. Mais c'est aussi une préoccupation de toutes les populations ultramarines, en Guadeloupe, à La Réunion et ailleurs, qui constatent à quel point les prix de la consommation sont particulièrement élevés lorsqu'on les compare à ceux de l'Hexagone. Si c'est une préoccupation de nos concitoyens, c'est aussi une priorité impérative pour l'État. Le bouclier qualité-prix a constitué le premier résultat tangible que l'État, en lien avec les autres parties concernées, a fait accoucher à travers un texte législatif spécifique. Mais si la détermination de l'État est assurée, je tiens à rappeler ici devant vous qu'il ne détient pas seul les clés du succès. Je l'affirme avec force. Le premier devoir de l'État républicain, son obligation absolue de résultat, c'est d'abord et avant tout d'assurer l'égalité de tous les Français devant les services publics. Et c'est ce qu'il fait partout sur le territoire national, y compris en Martinique, en offrant une éducation gratuite, de qualité, quel que soit l'endroit où l'on vit, en assurant un prix unique de l'électricité et des carburants dans des zones insulaires où les coûts de production sont prohibitifs, ou encore en investissant pour la sécurité de tous et en garantissant l'égal accès aux services publics de la justice. Mais si l'État est tenu à cette obligation, il ne s'y limite pas. Son ambition, c'est aussi de mener et d'accompagner, aux côtés des collectivités territoriales, des politiques de développement économique et social, pour soutenir et favoriser la prospérité des territoires et de leur population, en favorisant l'accès à l'emploi, en investissant dans les entreprises innovantes, en appuyant le développement des infrastructures qui favorisent les échanges, comme c'est le cas pour l'agrandissement de l'aéroport de Fort-de-France, celle du Grand Port de Martinique, ou encore le financement du très haut débit. Mais dans la poursuite de ce développement économique et social, nous ne sommes ni dans une société, ni dans une économie administrée. L'alimentation, la nourriture de biens manufacturés, la production et la distribution ne sont pas des services publics. Les prix pratiqués par les grandes surfaces ne sont pas fixés par l'État, qui ne rémunère pas non plus les salariés du privé, ni ne contingente la consommation de la population. Pas plus qu'il ne dirige les opinions de chacun, autorise la libre poursuite de leurs intérêts ou ne trie les bons citoyens des mauvais citoyens. En dehors de la fourniture des services publics, le rôle de l'État dans la société est donc fondamentalement d'ouvrir un cadre qui favorise la libre expression des talents de chacun au service de tous et de les soutenir dans cette ambition. Et dans ces derniers jours de crise qu'a vécu la Martinique, c'est ce que j'ai passionnément voulu qu'il fasse, partout où il était attendu et de deux manières différentes. D'abord, l'État a cherché à garantir un cadre à la société, et particulièrement à l'expression sociale des mécontentements, manifestations et revendications. L'État doit faire en sorte que les désaccords naturels et même souhaitables puissent être constructifs et déboucher sur des solutions positives. Son rôle est donc d'ouvrir un espace de dialogue respectueux de tous, où la parole doit être libre, directe, et par-delà les postures ou les jeux de scène, toucher les problèmes au cœur pour trouver des solutions qui fonctionnent et qui composent les intérêts divergents de chacun. Pour que ce dialogue démocratique ait lieu, des conditions doivent être réunies. Cela passe par le rétablissement du calme dans la rue. L'expression des forces sociales et politiques ne doit jamais dégénérer en attaques personnelles, en violence, en vandalisme et en pillage. Il est impossible d'avancer dans le chaos et sur un champ de ruines. L'État ne tolérera jamais, et il le doit aux Martiniquais. Ensuite, le rôle de l'État est aussi de fixer un cadre au marché, afin de corriger les dysfonctionnements du libre jeu économique. Il a la responsabilité de réguler les acteurs économiques, afin de permettre le fonctionnement non faussé de la concurrence. Il réprime les ententes, les cartels, les abus de position dominante. Depuis le début de l'année, plus de 500 contrôles ont été menés par la Direction des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DETS, que je salue, afin de garantir la loyauté de l'information du consommateur, la traçabilité des produits et leur origine, ou encore la transparence des prix. Et force est de constater, je le rappelle ici avec conviction, qu'il n'y a pas, dans la problématique de la vie chère en Martinique, d'acteurs qui puissent être accusés de frauder le marché.
Les rapports parlementaires et les grands organismes indépendants de la Cour des comptes, l'INSEE, l'autorité de la concurrence le démontrent. Les causes du différentiel de prix entre l'Hexagone et la Martinique, comme dans les autres Outre-mer, et pardonnez-moi de le souligner, comme dans toutes les autres îles de taille comparable dans la Caraïbe, sont d'abord et avant tout structurelles. Il y a d'abord et évidemment l'éloignement. Quand 80% des produits consommés sont importés de l'Hexagone, il existe 13 étapes intermédiaires entre la production et l'achat du produit. Chacune de ces étapes représente un coût indiscutable, incompressible. Et pour les produits qui sont fabriqués localement, il y a des coûts liés à l'étroitesse du marché insulaire dans lequel ils sont distribués. Il faut que le producteur amortisse l'achat de ces machines et de ces outils qui sont sous-employés. Les prix des produits dont l'offre répond à une demande de taille aussi petite que la Martinique vont forcément aussi être élevés. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de solution ? Non, il y en a. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution est complexe. Elle ne peut pas répondre à la simplicité d'injonction ou d'interpellation. Tout le monde est d'accord sur l'objectif. La question est de savoir par quel chemin on pourra y parvenir de la manière la plus durable. Cette solution ne peut pas faire fi des réalités, elle ne peut pas s'exonérer d'un travail sérieux, rigoureux, partagé, confrontant les points de vue de tous. Elle est hautement sensible car elle touche, je l'ai expliqué, à des équilibres et à des forces dont certaines nous dépassent largement. Je prends donc cette problématique essentielle comme un défi, celui qui va nous permettre de mesurer l'esprit d'équipe, la force, l'intelligence, la ruse même de la Martinique dans sa capacité à puiser au fond d'elle-même les solutions dont elle a besoin. Et dans cette recherche du point d'équilibre, l'État dont je suis le représentant, qui vit en Martinique, qui est au service de la Martinique, qui aime terriblement la Martinique et qui fait corps avec ce territoire, prendra toute sa part. Vous pouvez compter sur moi pour jouer mon rôle, celui de l'État local, vis-à-vis de vous, tous ici présents, comme vis-à-vis des autorités nationales. Mon honneur, c'est d'être loyal vis-à-vis du territoire et vis-à-vis de l'autorité que je sers. Je ne mentirai donc jamais pour faire plaisir ni à l'un ni à l'autre. Certaines décisions m'appartiennent, d'autres relèvent du territoire et de ses acteurs locaux, et mon rôle est d'accompagner leur expression et de favoriser leur éclosion. D'autres, enfin, relèvent du pouvoir politique, parfois législatif, national, et mon rôle est alors de l'alerter, le conseiller, et de lui proposer ce qui me semble rejaillir du travail collectif que nous menons ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un parlementaire qui souhaite s'exprimer, dire un mot? Ensuite, on passe à l'association. Et ceux qui souhaitent s'exprimer vont s'exprimer. Monsieur le... monsieur le... C'est la hiérarchie de la parole, je respecte. C'est vous les... Non, mais je n'ai pas de hiérarchie. Bon, est-ce que tu veux t'exprimer? Non, c'est vous dire tout à fait. Rapproche le micro. Nous sommes dans les déclarations préalables. Hein. Oui, tout à fait. J'ai bien compris ça, Président. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour vous dire que ce matin, je suis venu à une troisième réunion. Mais je pense que nous allons pouvoir en sortir des conclusions positives pour la Martinique, pour les consommateurs martiniquais. J'ai bien entendu que la collectivité territoriale de la Martinique a des propositions à faire. J'ai entendu la déclaration préliminaire de M. le Préfet qui dit que l'État prendra toutes ses responsabilités. Il a bien dit toutes ses responsabilités. Et bien sûr, une grosse partie des conclusions positives qui seront peut-être tirées ce matin viendra de l'accompagnement de l'État. Donc, comme je suis aussi un ancien maire, je ne voudrais pas qu'à l'occasion de toutes les propositions qui seront faites, mais j'ai à côté de moi le président de l'association des maires, je parle en tant qu'ancien maire, qu'on fasse supporter aux propositions qui seront mises sur la table la conséquence financière qui sera vraiment impactée par les communes. C'est très important. Je vais laisser le président de l'association des maires le dire, mais je préfère le dire en amont. Et puis, en tant que parlementaire, il est bien entendu que maintenant que nous avons un nouveau gouvernement,
quels qu'ils soient. Hein. Nous ne sommes pas là pour juger de ceux qui sont au gouvernement. Il est important que nous puissions aller au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, avec des propositions unitaires. Si chacun descend à Paris pour donner ses propositions, je crois qu'on aura échoué. Donc, je suis dans l'esprit positif de concertation avec mes collègues. Je leur ai déjà dit que ce que nous allons porter au niveau du Parlement sera la voix de la population de la Martinique. Merci. Merci. Madame Catherine Concon est à Paris, donc elle est en visio, elle a demandé la parole. Madame la sénatrice. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Préfet, bonjour à mes collègues parlementaires et bonjour à toute l'Assemblée. C'était juste pour m'excuser de mon absence en présentiel, mais je remercie le Président d'avoir accepté que je puisse participer à cette réunion en distanciel par les moyens modernes qui sont aujourd'hui mis à notre disposition. Je suis les choses avec attention, j'ai un certain nombre de propositions à faire, de contributions à apporter, y compris dans le cadre de la continuité territoriale, au vu du rapport que j'ai remis officiellement au Sénat en mars 2023, qui comporterait ces éléments de continuité territoriale à la fois passagers et marchandises. Et bien sûr, je continuerai à vos côtés à faire progresser cette cause sur laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années. Mais comme l'a répété Monsieur le Préfet, nous sommes face à une problématique extrêmement complexe. Merci Monsieur le Président et bons travaux à tous. Merci beaucoup. Monsieur Petitot. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas être trop long puisque nous sommes trois. Donc je remercie tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on puisse être présents autour d'une table pour pouvoir enfin commencer à dessiner des solutions pour enrayer, stopper la vie chère. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on l'a dit, redit, c'est criminel. On n'est plus à un stade où c'est tolérable, acceptable ou qu'on peut encore survivre, c'est criminel. Parmi tout ce que je remercie, je vais remercier tout particulièrement le peuple martiniquais. Le peuple qui souffre et qui a eu le courage, après la grande bataille de 2009, une fois de plus, de mettre tout de côté et d'entrer dans le combat pour qu'aujourd'hui, on puisse être là où nous sommes, puisque Gladys Roger, Aude Goussard et moi-même Rodrigue Petitot, nous ne sommes que les porte-voix de la partie du peuple que nous représentons. Cette partie du peuple a beaucoup souffert avant 2009. Elle a souffert encore plus depuis 2009. Et il est vrai qu'un tel traumatisme voudrait qu'on soit dans un coin, recroquevillé, sans l'envie de se battre. Pourtant, ils ont mis toute leur souffrance de côté, toute leur douleur, et ils sont entrés dans le combat pour faire entendre ce qu'on a l'impression que personne ne voulait entendre. Il a fallu la sagesse de certains pour comprendre qu'au stade où nous en sommes, le peuple a besoin d'entendre, de comprendre, et ce n'est ni à nous, le RPRAC, ni à ceux qui sont autour de cette table aujourd'hui, de juger de ce que le peuple peut ou ne peut pas entendre. Donc je remercie ceux qui ont eu la sagesse de comprendre l'importance pour nous aujourd'hui que le peuple puisse accéder au débat à travers notre présence. Nous avons fait l'impasse sur le fait de ne rester qu'en direct, puisque nous avons soumis la proposition à la partie du peuple que nous représentons, et ils ont été en accord que l'enregistrement puisse être donné à notre sortie, pour qu'au cours de la nuit, ils puissent prendre connaissance des débats à leur façon, puisque chacun sa logique, à leur façon, et ensuite juger de la pertinence des débats ou pas. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu contribuer à ce qu'aujourd'hui nous soyons là. En effet, M. Serge Letchimy l'a dit, même si nous avons du mal à le réaliser, mais faisant bonne écoute des commentaires, on comprend bien que nous sommes dans un moment qu'on peut dire historique. Nous sommes dans un moment où le monde entier a les yeux rivés sur nous. Rivés sur nous pourquoi? Pas pour une question de couleur de peau, pas pour une question de distance. Pour la simple et bonne raison que, comme dans les films, c'est le combat de la misère
contre la richesse. Ça, il faut que tout le monde puisse comprendre ça. On a un peuple qui est affamé malgré le fait d'aller travailler honnêtement, respectablement, et qui n'arrive pas à entrer dans un magasin et pouvoir se faire des courses normalement. Ça, c'est intolérable qu'on ait dû arriver à des affrontements, à des batailles, pour qu'aujourd'hui on soit tous autour d'une table. Je l'ai dit, je le redis, nous portons tous la responsabilité de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Autant moi que ceux qui n'ont pas voulu entendre. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec la sagesse, le vouloir, le désir que les choses avancent à partir d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus tirer des constats pour que tout ça puisse continuer. Nous sommes venus dessiner des solutions pour que ça puisse s'arrêter. On n'est pas sur un céder le passage, on est sur un stop. Et ce serait bien que tout le monde puisse le comprendre. On est là respectueusement, peu importe le statut de tout un chacun, peu importe l'histoire de tout un chacun, parce que nous ne sommes pas là pour notre vécu ou pour ce que nous représentons, nous sommes là pour un peuple. Et depuis toujours, respecter ou pas, le pouvoir est dans la main du peuple. C'est lui qui décide. Et si aujourd'hui, le peuple décide qu'il n'est pas venu mendier, il est venu demander ce qui est légitime, on se doit de l'écouter et de travailler afin de le satisfaire. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont la sagesse de comprendre ça. Et je passe la parole à mes collègues pour qu'ils puissent vous donner 2 mots. Bien. Je parle de Odgoussa et puis ensuite. Ok. Vas-y. C'est pas celui-là. Alors, bel bonjour tout le monde. Je ne serai pas bien longue. J'ai 2 choses à dire. Je remercie toutes les personnes qui ont permis que cette réunion soit possible. Je remercie tous ceux qui ont mis leur ego, leur rage, leur grief de côté afin qu'on puisse être réunis dans cette salle aujourd'hui. La tension est palpable parce que l'enjeu est important. Je dirais aussi que la diaspora tout entière est en train de nous regarder et beaucoup de personnes réparties dans tous les dromcoms qui sont dans une misère qui devient intolérable pour eux, leur famille, attendent beaucoup des négociations qui vont être tenues aujourd'hui. Cette situation de strangulation économique qui perdure sur nos territoires depuis bien trop longtemps devient réellement intolérable pour beaucoup. Quand on se rend compte que les personnes qui touchent les 40% sur nos territoires, 40% tant décriés par les personnes travaillant dans le privé, qui jalousent, mais même avec les 40% ne s'en sortiront toujours pas, on se rend compte que pour les minima sociaux, les retraites et certaines catégories de la population sont vraiment en situation de désespoir. Donc il en va de l'honnêteté et de l'humanité de chacun d'entre nous ici pour pouvoir faire en sorte que cette situation s'améliore. Nous vivrons mieux, nous serons plus heureux, il y aura moins de tensions, moins d'homicides et nous commencerons à tendre vers une Martinique qui avance vraiment. Donc on a un peuple qui est en train de nous regarder à travers des écrans, qui est profondément déçu qu'on ait cru qu'il n'était pas en mesure ou qu'il n'a pas eu le droit d'entendre l'entièreté des débats. Je pose ça sur la table. On peut toujours revenir en arrière sur une décision. Et si tout un chacun pouvait comprendre l'importance de la transparence, nous avons des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais, des Polynésiens qui ont été à l'université, qui ont étudié, parfois certains à l'étranger, et qui sont très profondément déçus de ne pas pouvoir suivre les débats en public. Si on s'est autant battu,
c'est parce que nous avons des frères, sœurs, cousins et des personnes de la diaspora qui tenaient vraiment à entendre ce qui se passe en direct. Donc nous avons fait ce compromis parce que la tension est arrivée à un point culminant et que nous avons tout fait, nous le RPRAC, pour contenir la colère des uns et des autres. Nous savions que l'enjeu était difficile, que les colères contenues depuis très longtemps risquaient de devenir ingérables si l'honnêteté n'était pas à la table. Nous avons pourtant pris le risque de faire les choses de la manière dont on les a faites. Et aujourd'hui, nous avons bien vu où ça nous a tous amenés, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous considérons que les travaux qui ont été amorcés sont très loin d'être à la hauteur des besoins de la diaspora, des DROMCOM dans son entièreté. Donc, soyons tous honnêtes, faisons de notre mieux, que chacun fasse tous les efforts possibles pour que, au niveau de l'alimentaire, dans la vie chère, nous puissions régler ce problème le plus rapidement possible pour passer à un autre, parce qu'on en a beaucoup à régler des problèmes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Madame Goussa. Et puis ensuite, nous passons... Bel bonjour, Monsieur Serge Letchimi. Bel bonjour, Monsieur le préfet. Et ça qui peut comprendre, ça qui pas qu'à comprendre, moi qui demande des autres, traduit basote. Parce que mon carré, c'est M. Serge Letchimi qui permet qu'en disant collectivité territoriale Martinique, nous permettez longuement nous devant. Merci pour ça. Je vais rappeler qu'en 1948, l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme, qui prévoit le droit à l'alimentation, il y a des principes fondamentaux en disant, fondoc, disponibilité manger. Nous ne pouvons pas dire nous pas ni disponibilité manger matinique. Il y a l'adéquation, il y a la durabilité, et puis il y a ça y a créé l'accessibilité. Et en disant ça fait accessibilité, il y a dit qu'il faut qu'accessibilité soit abordable. Et c'est parce qu'accessibilité n'est pas abordable que 2009, pays a pris d'effet. 1er juillet 2024, soit 15 l'année après, mon peuple là, nous le RPRAC, nous décidons, basote, la grande distribution, et puis bas au monsieur les préfets, en injonction. 1er septembre rivé, premier bagaille qui rivé, c'est la répression. La répression pas qu'à faire, la vie baissée. 5 septembre 2024, première table ronde. Et que le RPRAC quitte table là parce que le peuple a commandé nous à ce que nous avons filmé. Deuxième table ronde, 8 jours après. RPRAC a viré quitte table là. Et puis nous la jodia parce que nous ni un président de la collectivité territoriale de Martinique qui prend responsabilité et qui ouais que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Merci pour ça, M. Serge Letchimi. Ça nous n'y a dit à présent, c'est que nous pas pour aller à dans le combat, et que la vie a qui est virée démarrer pliché dans moins dit dès l'année. Alors nous autres mettons en lot bagaille en place en 2009, et c'est le bagaille qui a changé jeudi jour en 2024, c'est que nous autres a proposé que nous avons ouvert comme nous la Caraïbe. Pas ni problème. Nous là, nous n'y compte Aaron Peuple là tout à l'heure. Nous avons écouté les autres et puis en pile attention. Nous avons des points d'observation que nous avons fait. Et nous avons espéré que nous avons sorti à l'entour de là, peut-être pas aujourd'hui, peut-être nous pas tomber d'accord, mais que nous avons continué pour nous sortir en disant Tracatala. Parce qu'en moment, on ne peut pas acheter en brette 8 steaks hachés jeudi jour à 16 €. Et qu'en France, même maman Ishla et puis des chambres là, dans le même magasin, on a acheté en brette 10 steaks à 9 € au plichet. C'est ça que a dit. J'espère que nous arriver trouvant des solutions pour nous répondre à peuple les outre-mer et m'a permettre comme moi vriller en belle fausse énergie positive balakanaki et ti ka sans moins que malheureusement yo ka prend fait yo ka mort en babal pour revendication yo kitayo. Merci. Merci Madame Goussa. Alors, les parlementaires, bien sûr,
Et il faut prendre l'exemple des interventions succinctes. Je sais que j'ai été, donc un petit peu. Bon, je passe la parole au parlementaire, c'est la hiérarchie instituée. Et ensuite, on ouvre la discussion aux acteurs et aux autres présents. Qui souhaite s'exprimer pour 3 minutes par personne? Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président, parce qu'enfin, il y a une retransmission en direct de ces débats. Des déclarations préliminaires. En tout cas, des déclarations préliminaires et un enregistrement Oui. pour le technique. Nous l'avons demandé dès la 2e table ronde, Monsieur le Préfet. Et je m'en réjouis parce que le peuple a besoin de savoir ce qui se passe. Nous lui devons ça au nom de la transparence. Ensuite, oui, le rôle de l'État, c'est celui de contrôler, de faire appliquer les règles, les lois et les droits. Monsieur le Préfet, vous l'avez rappelé. C'est le rôle des parlementaires de voter les lois. C'est le rôle des collectivités d'assurer le bien-être aussi de la population. Chacun a son rôle. Néanmoins, lorsqu'on fait les choses chacun de son côté, ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous soyons ensemble. C'est ensemble, nous toujours plus fort. Malheureusement, je fais un constat. C'est celui-ci, à savoir que nous n'arrivons pas à nous entendre, à tirer dans la même direction. À chaque fois, c'est la même chose. Donc moi, j'en appelle à toutes et à tous à ce que nous ayons enfin une position commune, à revoir ce modèle économique que nous appelons tous de nos voeux et que nous puissions travailler ensemble. Et surtout dans le contexte politique actuel, surtout au contexte national, nous allons devoir cravacher et travailler dur. Dur, mais en tout cas, il faut que ce soit dans le sens de notre population. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la députée. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le préfet, d'avoir à nouveau pu nous réunir. Je tiens quand même en propos liminaire à dire que je suis, et je l'avais demandé, que je suis, mais peut-être me confirmerez-vous que vous les avez invités, un peu déçue de ne pas avoir la représentation syndicale autour de la table. Je l'avais dit, il y a eu des débats longs en 2019, en 2022, 2021 qui ont eu cours, en 2019 également, sous l'impulsion d'ailleurs de la CTM. Il ne faut pas aujourd'hui que nous perdions du temps à enfoncer des portes qui ont déjà été ouvertes et que nous renouvelions des demandes qui devraient d'ores et déjà être appliquées. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'application des mesures qui ont été celles de 2009. Certaines ont été oubliées et nous mettent aujourd'hui dans la situation, parce que les mesures qui avaient été prises avaient vocation d'ailleurs à empêcher cette vie chère. Monsieur le préfet et monsieur le président, je vous ai entendu sur les rôles respectifs qui peuvent être ceux de l'État et de la collectivité, voire des collectivités. Monsieur le préfet, je le répète, je sollicite que la position de l'État soit une position de neutralité sur l'appréciation de la situation. Lorsque l'on dit aujourd'hui que le marché est libre, c'est faux. Lorsque l'on dit qu'il y a une concurrence libre, c'est faux. Il y a aujourd'hui un système qui permet, tant à l'offre qu'à la demande, d'être accompagné. Les entreprises sont parfois économiquement accompagnées. Ça, ce n'est pas de la libre concurrence. Donc il y a parfois, lorsque l'État le juge nécessaire, une aide qui peut être apportée, un soutien qui peut être apporté au marché. L'intérêt pour chacun d'entre nous, c'est que ces aides qui sont portées, tant à la population qu'au marché, aient vocation à servir les intérêts pour lesquels elles ont été créées. Et ce que nous espérons, en tout cas moi ce que j'espère en propos liminaire, c'est que tous les efforts qui pourront être faits par le biais du fonds public seront de nature à être contrôlés et à permettre en effet une applicabilité et non pas une récupération. Et j'invite chacun d'entre vous à se rappeler de ce que nous avons des exemples précédents, tels que la TVA par exemple, qui a été diminuée
en France hexagonale sur la restauration et qui n'a pas emporté obligatoirement d'ailleurs pour le consommateur une baisse des coûts. On n'est pas encore dans le détail du débat. Non, mais propos préliminaire. Président, c'est un propos préliminaire, mais c'est parce que ça va accompagner les débats. Je vais, pour ce qui me concerne, dans mes interventions, accompagner ce débat aussi de ces constats que nous avons faits, mais c'est surtout de ces exigences qui doivent être les nôtres. Et je dis également, donc, dans ce qu'il manque, au-delà de nos divergences politiques et des combats que nous avons menés, je regrette, mais peut-être aussi a-t-il été invité et n'a pas pu venir, je regrette que M. Johnny Ajar, dernier parlementaire à avoir travaillé sur la question de la cherté des prix en général et avoir dressé les constats qui me semblent, voilà le document, très exhaustif. C'est un travail, en tout cas, sur l'état des lieux qui n'est pas négligeable. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais peut-être... M. Ajar est invité, il sera là, il travaille ce matin, il est professeur de maths, donc il travaille, il sera là. Il est invité. Ok, bon, bah, très c'est bien. très bien que vous brandissez son document pour lui. Si je pouvais ne pas être interrompue, je vous en serais reconnaissant. Tout cela, en tout cas, pour dire que je crois que nous avons en effet un moment crucial devant nous. J'appelle évidemment les acteurs économiques à la plus grande largesse d'esprit parce qu'il y a un système économique, malheureusement, qui devient punitif pour notre population et pour nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, on n'attend pas du monde économique qu'il soit altruiste, ni philanthrope. Mais Zotcado et nous. La plupart des fortunes qui ont été créées en Martinique et des groupes que vous avez aujourd'hui ont grandi à partir de ce petit pays Martinique. Vous avez développé des empires. Il faut quand même le dire. Et c'est à partir de la Martinique que vous l'avez fait. Je crois qu'il y a une reconnaissance à porter à la population qui vous a permis de faire ça, au-delà du génie qui a pu être le vôtre, d'arriver en effet à vous développer. Mais je crois quand même que cela, vous le devez à la population, malgré tout martiniquaise, qui s'est montrée aussi résiliente que pacifique dans sa façon d'appréhender les réalités. Donc j'espère que les Martiniquais que vous êtes prendraient la mesure de ce que ce système ultralibéral, capitaliste, n'est pas un système qui permet toujours, dans un territoire insulaire, donc captif, et quand je parle de captif, je ne parle pas du terme économique, je parle presque de la captivité, c'est-à-dire de l'emprisonnement qui est commercial, qui est le nôtre. Nous devons aujourd'hui d'être raisonnables, raisonnés, solidaires et patriotes dans notre façon d'envisager le développement de la Martinique. Et tout à l'heure, certains ont parlé de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est la durabilité. Aujourd'hui, si nous voulons que la Martinique se poursuive et survive, il va falloir y avoir des solutions durables et soutenables, c'est-à-dire qui puissent nous permettre d'envisager le futur et d'envisager pour, peut-être même pas pour nous, mais pour les générations qui arrivent le futur. Voilà pour mon propos. Je nous souhaite des débats riches, consensuels, pacifiques évidemment, et vraiment, alors c'est la dernière pointe, et là c'est la féministe qui vous parle, j'entends tout le monde parler du panier de la ménagère, pourtant vous remarquerez qu'autour de la table, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pourtant, c'est aussi, je sais que le propos féministe dérange certaines personnes, mais enfin, vous savez, lorsqu'il y a une lacune du service public, ce sont les femmes. Lorsqu'il y a une lacune du chômage, ce sont les femmes. Lorsqu'il y a une lacune économique, ce sont les femmes. Et je le dis au monde économique, en l'occurrence, ils ne me contrediront pas, eux, mais ce sont les femmes qui majoritairement parcourent les centres commerciaux. Voilà. Merci donc, beaucoup. Merci à vous. Merci. Concernant les syndicats, il y a une intersyndicale qui a essayé de s'organiser, mais en fait, quand ça n'a pas abouti, mais on a recherché le nom de l'intersyndicale. D'ailleurs, vous les avez invités, il n'y avait personne la dernière fois. Et nous avons un mouvement nouveau qui se manifeste aujourd'hui. C'est un mouvement de la CGTM. Ils doivent passer nous voir, donc on va les recevoir.
Et deuxièmement, il y a un mouvement qui a été enclenché par un mouvement citoyen. Je n'ai pas le droit d'imposer qui que ce soit à quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un parlementaire qui souhaite s'exprimer, M. Nilor? Un dernier parlementaire, peut-être. Oui, j'ai vu ça. Je salue très respectueusement tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont déterminés à participer à un travail qu'on espère fécond. Parce qu'on a vu trop de réunions ne jamais aboutir à des choses concrètes. Là, visiblement, autour de la table, il y a un état d'esprit qui est positif. Je le sens d'un peu partout. Je salue cet état d'esprit. Je salue prioritairement, et je tiens à rendre hommage à ceux qui ont pris l'initiative de ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui est éminemment légitime. Éminemment légitime. Après, je suis en droit de m'interroger sur le périmètre de cette réunion et de nos réflexions. Est-ce qu'il s'agit simplement de vie chère dans l'alimentaire, ou est-ce que la vie chère ne va pas au-delà de l'alimentaire? Les transports aériens, c'est la vie chère. Les pièces détachées auto, c'est la vie chère. Très chère, trop chère. Les abonnements téléphoniques numériques, c'est la vie très chère. Donc j'espère que ce débat, s'il est circonscrit aux questions de l'alimentaire, ne va pas faire de nous, ne va pas donner de nous l'image d'un peuple tube digestif exclusivement. Parce que nous sommes beaucoup plus que des tubes digestifs. Je voudrais aussi insister sur une idée. Il faut arrêter de diaboliser l'octroi de mer. L'octroi de mer n'est pas la source essentielle de la vie chère, contrairement au discours ambiant, à ce qu'on veut laisser entendre. Je rappelle tout simplement qu'en 2009, l'une des orientations qui avait été prise après la grève, c'était une baisse de l'octroi de mer. Et cette baisse de l'octroi de mer, elle a provoqué une crise des finances des collectivités, notamment des communes. Mais elle s'est accompagnée d'un mouvement inflationniste. Donc il n'y a pas de relation automatique entre baisse de l'octroi de mer, diabolisée, dans le discours de l'État, et baisse des prix. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, c'est bien le gouvernement français qui a commandité un rapport FERDI, Fondation d'études et de recherche pour le développement international, qui a instillé cette idée que l'octroi de mer sera la cause de tous les maux dans nos territoires. Et je rappelle que ce rapport FERDI concluait en disant, avec une conclusion qui donne froid dans le dos, en disant tout simplement que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion n'ont pas vocation à être des territoires de production, mais à être des territoires de caddie. Rien d'autre que des pousseurs de caddie. Ce n'est pas une alternative qui nous sied. Je voudrais aussi dire que nos solutions, les solutions qu'on doit porter aujourd'hui, nous en avons la responsabilité, doivent être des solutions durables, pérennes. Pas des solutions pour nos yeux, pas des solutions éphémères, pas des solutions ouais ou pas ouais. Et c'est ça tout l'enjeu de nos travaux. Ne pas provoquer une déception supplémentaire. Parce que je peux vous assurer que la désespérance, elle est en train de frapper à nos portes. Et chaque fois qu'il y a désespérance, il y a violence. J'en profite pour dire qu'on doit condamner toutes les violences, d'où qu'elles viennent.
Je n'ai pas envie que mon pays se transforme en zone de non-droit où des enfants sont armés lourdement. Des enfants sont armés avec des armes qu'on trouve en Ukraine. Donc, la gangstérisation de tout mouvement, ça doit être condamné. Mais de la même manière, avec la même détermination, la solution en termes de répression exclusive ne saurait être une réponse acceptable de la part de l'État. Et à ce propos, l'envoi de la CRS 8 en Martinique, c'est un très mauvais signal. Cette CRS 8 qui est mise en question, qui est mise en cause, y compris en France. Parce que ce sont des gens qui sont recrutés sous la base de leur volonté d'en découdre. D'en découdre. Depuis 1959, il n'y a pas de CRS en Martinique. Et lorsque on est préfet en Martinique, lorsqu'on représente l'État en Martinique, même si on est de passage, on doit s'imprégner de l'histoire des territoires, de la souffrance de ces territoires, de ce qui s'est passé. C'est ce qui conditionne le présent. Donc, je tiens à dire que nous sommes opposés à ces solutions en termes de répression systématique de personnes qui se dressent contre des injustices, de personnes qui se dressent contre des injustices. Et j'espère que la réponse de l'État n'est pas seulement celle-là. Parce que lorsqu'on observe que le budget des Outre-mer est censé être diminué, restreint pour cette année 2024-2025 de 200 millions d'euros, il y a de quoi se poser des questions sur la prise en compte véritable de nos problématiques. Je tiens enfin à excuser mon collègue Marcelin Nadeau, qui est bloqué au prêcheur ce matin, qui fera le maximum pour nous rejoindre en cours de travaux. Et je terminerai en disant que la vie chère, c'est aussi la misère. Et que la question des revenus doit être au centre de nos propositions et de nos propos. Il n'est pas normal que l'État reconnaisse la réalité de la vie chère pour les fonctionnaires, c'est fondé, et que cette réalité de la vie chère-là ne soit pas reconnue par l'État pour les salariés du privé, mais aussi pour les bénéficiaires des minima sociaux. Parce que la vie est chère pour tout le monde. Ce n'est pas normal que des gens qui vivent avec des retraites de 200, 300 euros soient soumises aux mêmes conditions de vie extrêmement chères dans nos territoires. Tous ces éléments, ils sont posés sur la table comme des éléments de réflexion qui doivent aboutir à des propositions concrètes, pragmatiques, pour la résolution durable de cette question. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, je passe la parole à ceux qui souhaitent prendre la parole. D'abord, monsieur Patrick Fabre, qui a donné la parole. Et oui, ensuite, je prends les deux déjà, et puis après, on... Ok, allez-y. Toujours temps court. Parfait. Monsieur le Président du Conseil exécutif de la Martinique, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président et Monsieur le Préfet, merci de votre invitation. Aujourd'hui, c'est un moment très important et l'heure est grave. Cette réunion excessivement importante pour la Martinique est une clé pour notre avenir. Je compte bien contribuer pour apporter une vraie solution significative et pérenne pour tous les Martiniquais qui nous regardent. Je suis convaincu que chacun des acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution, du début à la fin, tous ensemble, en apportant chacun sa contribution, et je souhaite m'y associer pleinement, nous pouvons baisser les prix de façon significative sur les produits alimentaires et particulièrement sur les produits de base alimentaire ou qu'on appelle aussi les produits de première nécessité. Je fais
3 principaux constats. Le premier, oui, les prix des produits alimentaires en Martinique sont excessivement chers. La différence par rapport à la métropole est énorme et elle est encore plus grande sur les produits alimentaires de base. Ce n'est pas acceptable. Le deuxième constat, oui, cela fait 15 ans maintenant que de nombreuses propositions ont été faites après les crises de 2009. J'y ai moi-même beaucoup contribué et j'ai dans mon cartable de nombreux rapports que j'ai envoyés depuis 10 ans. Mais malheureusement, rien n'a bougé. Et même pire, les choses se sont empirées. Je mets cette fois beaucoup d'espoir dans le travail que nous allons faire ensemble. Le troisième constat, oui, il ne s'agit pas du tout d'un problème conjoncturel, même si depuis 4 ans, il y a eu une inflation record sur les prix que nous n'avons jamais connue. Je travaille dans le métier depuis 40 ans, je n'ai jamais connu dans tous les produits l'augmentation qu'il y a pu y avoir. Mais le vrai sujet est un problème du modèle économique, c'est un problème structurel. Et il faut revoir et le changer en profondeur. Chaque Martiniquais peut légitimement se demander pourquoi les prix sont aussi chers dans l'alimentaire. Si je vais dans un magasin de textile, les prix sont presque souvent les mêmes qu'en métropole. Si je reçois ma facture d'électricité, même si elle a augmenté, c'est le même prix qu'en métropole. Si je vais dans un magasin de high-tech ou d'électronique, les prix sont quelquefois moins chers qu'en métropole. Et il nous arrive souvent d'aller à la pompe et avoir des tarifs moins chers qu'en métropole. Pourquoi, dans les produits alimentaires, les prix sont aussi élevés? Cette question, je me la suis posée il y a déjà maintenant 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le premier magasin Hard Discounter aux Antilles, à Jambette, en 1994. Mon ambition, comme celle de toute mon équipe, qui sont, croyez-moi, des collaborateurs de grande qualité et efficaces, c'est mon métier de m'entourer de gens de grandes compétences et je fais du recrutement étant mon premier métier. Cette belle équipe a toujours eu comme objectif de baisser les prix. C'est notre ADN. Et nous, aujourd'hui, on a une responsabilité plus grande dans le dossier d'aujourd'hui. Dans la constitution des prix, je voudrais, pour ceux qui nous regardent, et je comprends que tout le monde, à juste titre, s'intéresse à l'enjeu et à la politique et à la difficulté qu'il y a sur les prix, rappeler, parce que tout le monde est un expert aussi dans certains domaines, rappeler simplement les 5 principaux niveaux qui composent les prix des produits alimentaires pour, Monsieur le Président, mettre le cadre indispensable des discussions et des négociations qu'on va avoir, si vous voulez bien. Le premier, et qu'on en parle peu, parce que la presse nous accompagne, nous suit et suit l'ensemble des débats, mais on parle peu du premier élément qui est important. Nous sommes des commerçants, on achète chez un fournisseur et on le revend les produits. On ne parle pas du prix d'achat. Nous avons des fournisseurs qui nous vendent des produits à leur tarif, c'est le prix d'achat. Il a été peu évoqué dans les discussions jusqu'à présent et il est très important car c'est une clé aussi une clé de voûte du système. Le deuxième point, beaucoup plus développé depuis de nombreux mois, qui sont les coûts d'approvisionnement, de transport, d'acheminement et d'approvisionnement des fournisseurs jusqu'à nos territoires. Nous sommes un territoire, vous le connaissez, une belle île petite, à 8000 km pour tous les produits d'importation. Ce territoire est de taille petite, il est en plus exclusif, parce qu'on ne peut pas acheter ailleurs. Ça veut dire que nous, on est obligé d'acheter sur la métropole. La législation ne nous permet pas d'approvisionner à 200 km, à 300 km sur les îles voisines. Donc ces distances, ces coûts d'approvisionnement, ils ont toujours été souvent aussi débattus. Il y a des explications où il y a 12 acteurs sur cette chaîne par rapport à la métropole où il y aurait 3 acteurs pour arriver à la distribution. Le troisième niveau, qui est bien sûr la fiscalité locale. Des débats ont été faits et je pense qu'il y aura de nombreuses propositions qui ont été faites sur la fiscalité, qu'elle soit locale ou nationale, sur ces dimensions. Le quatrième niveau, la constitution des prix, lui n'a peu été évoqué aussi. C'est que comme on est à l'export et que tout arrive par un bateau et tous les bateaux sont toujours avec des containers, il faut dépoter le container. Et on ne dépote pas un container dans un magasin à basse pointe. On dépote un container dans un entrepôt. Et ça nous oblige tous à avoir des stocks et des entrepôts. Il y a quelques magasins qui peuvent recevoir directement leurs containers. Dans le meuble, ça existe. Et les grands distributeurs ou les grands hyper peuvent recevoir.
tout le reste de la distribution reçoit dans des entrepôts où on stocke 1 à 2 mois de stock. Ce que je veux évoquer, c'est que ce point-là, dans la constitution des prix, n'a pas souvent été évoqué. Il y a des solutions, il y a des améliorations et des perspectives de progrès sur lesquelles il faut trouver des solutions. Le 5e point, et bien sûr, il s'agit des distributeurs dans l'alimentaire. Et dans les distributeurs, il y a aussi des niveaux différents et des économies différentes. Il y a au moins 4 types de distributeurs. Il y a des hyper, il y a des super, il y a des hard discounters, il y a des commerces de proximité. Ils ont des modèles différents, ils fonctionnent différemment et ils ont aussi, bien sûr, leur contribution dans ce projet à faire. Permettez-moi juste de finir mes propos en parlant d'un exemple que j'ai vécu, Monsieur le Président. J'avais des magasins en France métropolitaine et je vendais au prix France. Parce qu'on me demande, et à juste titre, de vendre des produits au prix métropole. Je vendais au prix métropole dans l'enseigne et la compétition que je menais à Orange et à Avignon, où j'avais 2 magasins. J'ai les mêmes marges qu'ici. On va les discuter, il y aura des contributions, tout le monde va faire des efforts, et nous sommes complètement associés à ce projet. Mais à l'inverse, pour le modèle économique, pour expliquer clairement les choses, on vendait en métropole avec les mêmes marges qu'on a ici, mais par contre, la grande différence, c'est qu'on achetait au prix métropole. Le prix d'achat dans le magasin à la réception du magasin d'Avignon était au prix d'achat métropole. Eh bien, dans mon magasin du Marin, je ne peux pas acheter au prix d'achat métropole, car il y a tous les éléments dont il faut tenir compte, sur lesquels on doit trouver des solutions. Je me permets d'insister parce que vous m'entendez souvent parler des produits de base alimentaire. Ce n'est pas qu'il y a des produits particuliers sur lesquels il faut baisser. C'est simplement parce qu'il y a une injustice dans le système d'approvisionnement, réellement. C'est les produits les plus pauvres qui, du fait de la containerisation et de la volumétrie, c'est les produits que les gens les plus modestes achètent principalement, et c'est ces produits-là dont l'écart avec la métropole est énorme. Tout le monde sort des chiffres, 30%, 40%. En plus, ce sont des moyennes. Il y a des produits qui sont excessivement élevés. Et c'est ça ça ne peut pas durer. Moi, mes clients sont souvent des clients d'un milieu populaire, dans les différentes communes, et je vous dis, et je partage complètement votre avis, baila red. Il nous faut changer ce modèle. Et il nous faut trouver des solutions. C'est ces produits principalement, c'est pour ça que vous m'entendez tout le temps, et vous m'entendrez sur tous ces débats dans les négociations, insister, parce que la plus grande différence, c'est surtout eux qui ont beaucoup de mal, et les produits, c'est eux qui payent le plus cher, c'est le comble. Dans ce modèle économique et le système que nous avons, c'est le comble, c'est les gens les plus modestes qui payent les prix les plus chers dans leur consommation. Je suis convaincu que ce dossier de la vie chère, essentiel pour notre pays aujourd'hui, n'a jamais eu autant de chances d'aboutir et de trouver des pistes de qualité et de baisser les prix, au moins sur les produits de base alimentaire, de façon pérenne, durable et définitive. Merci de votre écoute. Merci à vous. Merci, Monsieur Fabre. Madame Rodap, Catherine Medef. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, merci d'avoir organisé cette nouvelle table ronde à laquelle nous sommes très attentifs. Je veux saluer la présence
préliminaire, parce que le monde maritime est souvent un petit peu inconnu ou mal connu, ou parfois aussi décrié, je me permettrai, en guise là également, dans les préliminaires et avant d'entrer dans le vif du sujet des études techniques, rappeler 2-3 petits points. Effectivement, CMA-CGM est un opérateur dominant dans le transport maritime. C'est quand même le 3e opérateur mondial. Il est également fortement présent ici en Martinique. Et il est souvent, parfois, peut-être accusé d'utiliser sa position dominante et d'être en grande partie responsable de ce qui nous rassemble aujourd'hui ici. Certes, c'est un opérateur qui compte dans le sujet de la vie chère, mais je me permettrai, si vous me permettez, de rappeler quelques points. Tout ça pour baliser, là encore une fois, les débats et pour participer à la connaissance de cet outil. Je rappelle que si CMA-CGM est en position dominante ici, il n'est pas en position de monopole, comme parfois on peut l'entendre. Il est une des 3 compagnies maritimes qui escalent à la Martinique. Et jusqu'en 2022, il y avait un 4e opérateur qui, par ailleurs, est lui-même le 2e opérateur mondial. Et il a quitté la desserte de la Martinique. Les compagnies maritimes ne représentent pas évidemment la totalité de la chaîne d'approvisionnement, donc des frais d'approche. Et comme l'a rappelé Monsieur le Préfet en liminaire, c'est un des 13 opérateurs qui interviennent aux côtés des logisticiens, des transitaires, des transporteurs terrestres, évidemment de la collectivité et de l'État dans tout ce qui est son domaine de fiscalité. Beaucoup d'études circulent sur la formation des prix, et notamment celle qui avait été commandée à l'époque par la CCI, à M. Olivier Sudre, qui ont montré, et on ne veut pas le minimiser évidemment, mais qui ont montré le poids du fret dans la différence de prix Hexagone et de prix ici. Il a été clairement montré, et ça a été rappelé dans les différentes tables rondes, que le coût du fret intervient différemment, évidemment, selon la nature même de la marchandise transportée. Néanmoins, si on le prend en sa globalité dans le différentiel des prix, il n'intervient qu'à hauteur de 4%. C'est juste ces idées de grandeur sur le prix TTC de vente ici localement. Je rappellerai également, évidemment, que CMA-CGM, depuis le rachat de CGM en 1996, a assuré sans discontinuité, sans rupture, quels que soient évidemment les aléas, qu'ils soient de toute nature, météo, économique, etc., l'approvisionnement des territoires d'outre-mer, et c'est heureux, et c'est évidemment sa responsabilité d'opérateur économique et d'opérateur économique français. Je rappelle également que malgré l'envolée des taux de fret durant la période Covid, et qui a contribué, vous le savez tous, et ça a été suffisamment appuyé, à ce que le groupe CMA-CGM génère des profits excessivement importants, mais qui, je le rappelle, sont quasiment réinjectés dans de l'investissement à haute valeur ajoutée, et notamment dans le cadre de la décarbonation aujourd'hui, qui est une obligation internationale dans laquelle le groupe prend toute sa part et est même leader. Je rappelle que dans cette période, le groupe a gelé ses taux depuis 2021 pour tout l'outre-mer français et qu'ils sont également toujours capés. Je rappelle également que CMA-CGM a été la seule compagnie maritime à offrir une aide personnelle, c'est-à-dire privée, à l'ensemble de l'outre-mer français pendant cette période, en octroyant une baisse très significative de ses frais pendant 16 mois, qui a pesé, si vous voulez, à hauteur de 120 millions d'euros pour l'ensemble de l'outre-mer et 22 millions d'euros au niveau de la Martinique. C'est un effort, certes, qu'on peut considérer accessoire vu la taille du groupe, mais qui représente un effort énorme pour un groupe privé dans le cadre d'une responsabilité qui a été la sienne à ce moment-là. Je rappelle également que CMA-CGM est la seule compagnie maritime aujourd'hui à s'investir de manière très forte dans la décarbonation et à mettre en place ce qu'on appelle le corridor vert entre l'Europe et les Antilles,
et en investissant massivement pour cela, aux côtés des pouvoirs publics évidemment, pour réaliser la mise en place d'un hub Antilles-Guyane, de manière à faire baisser sur ces destinations, évidemment, une réduction à l'émission carbone très très importante et qui se développera plus tard. Enfin, et ce sera mon dernier point, avant de donner évidemment tout le poids et la responsabilité qu'on aura dans ces discussions, je rappelle également, et ça c'est beaucoup moins connu évidemment, et c'est pour ça que je le souligne, et merci de me le permettre, que le groupe CMA-CGM, via sa fondation, effectue des actions ciblées en direction de nos territoires, des actions ciblées et d'ampleur en faveur des plus démunis, à travers de nombreux organismes, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la Banque alimentaire, que ce soit la COP 1 pour les étudiants, et qui a délivré ces dernières années beaucoup d'équivalents repas. Voilà, et qui continuera toujours dans le cadre de l'éducation et dans le cadre du... Tout ça pour dire que je souhaitais quand même remettre ce cadre-là et dire que CMA-CGM comprend l'enjeu qu'il y a aujourd'hui et au cours de cette journée, est en responsabilité, il a toujours été, et sera évidemment aux côtés des solutions qui seront étudiées sur la partie technique dans la prochaine partie de ce débat, et prendra toute sa part et toute sa responsabilité. Merci. Merci, M. Ayotte. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du APRAC, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à cette réunion aujourd'hui. Je crois qu'elle est très importante, en effet. L'INSEE dit que la vie est plus chère à la Martinique quand on prend tous les postes de consommation de 14%, mais que l'écart est de 40% sur l'alimentaire. Je rejoins le propos de Patrick Fabre tout à l'heure. C'est trop élevé. Ça n'est pas possible. Il faut qu'on trouve des solutions, tous ensemble. Mais pour trouver les bonnes solutions et les bonnes réponses, il faut faire le bon diagnostic. Nos marchés sont étroits. Nous avons des contraintes structurelles importantes. Nous sommes très éloignés de nos sources d'approvisionnement. Toutes les îles qui sont dans notre situation vivent la même chose. Les prix importés à Sainte-Lucie ou à la Dominique sont 2 fois plus élevés qu'à Londres, d'où ils viennent pour la partie des produits importés. Hawaï, État américain, a des prix 50% plus élevés que sur le marché américain. Le secteur alimentaire est sûrement le secteur qui a été le plus contrôlé, le plus audité sur les 15 dernières années. Vous avez autour de la table 7 acteurs indépendants qui représentent 7 enseignes, presque autant que sur le marché métropolitain, malgré la taille étroite de notre marché de 360 000 habitants. La concurrence est féroce. En 2009, le leader, le groupe le plus important dans le marché alimentaire était le groupe Cora. Il a disparu. En 2019, le groupe le plus important dans le secteur alimentaire s'appelait le groupe OION. Il a disparu. Les groupes Lancry aussi ont disparu. C'est un marché et c'est un secteur très compétitif, très concurrentiel. Les résultats dans le secteur de la distribution alimentaire sont de 1 à 2% ramenés au chiffre d'affaires. Tous ceux, j'ai à côté de moi Christophe Bermond ici présent, l'ensemble de nos collaborateurs, tous les jours de la vie, se battent pour essayer de trouver des solutions, pour baisser les prix, pour être plus compétitifs, pour être mieux placés que notre concurrent. Parce que chacun d'entre vous, ici dans cette pièce, dans la vie de tous les jours, vous êtes des consommateurs. Et quand on est consommateur, personne ne vous dit où il faut aller. Vous allez là où les prix sont les meilleurs possibles. Alors, nous rêvons de pouvoir
avoir les mêmes prix que la métropole. Nous pensons hélas que c'est impossible et on expliquera et on parlera des solutions néanmoins. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, c'est d'être placé et d'être moins cher que son concurrent. Nous nous battons tous les jours pour ça. Alors, quelle solution? Monsieur le Président, vous disiez changer de modèle. Je suis d'accord. Je suis d'accord. S'il permet d'améliorer les prix, s'il permet de faire en sorte que nos Martiniquais et nos Martiniquaises vivent mieux, je suis d'accord. Après, il faut que ça fonctionne. Il faut trouver un modèle. Les entreprises, elles s'adapteront, mais il faut trouver un modèle pérenne. Il faut trouver des solutions qui durent sur la distance. J'ai parlé de toutes ces entreprises qui ont disparu. Il est essentiel de trouver des solutions qui ne fassent pas que celles qui sont là, sauf si elles sont mal gérées, disparaissent, mais qui fassent qu'elles perdurent. Vous disiez produire plus. Je suis d'accord là aussi. C'est très important. La Martinique ne doit pas être qu'une terre d'importation, c'est évident. La production locale, c'est la conviction de notre groupe, est une donnée essentielle. Mon père a été le premier président fondateur de l'AMPI. Il était, et d'ailleurs ses premiers métiers étaient autour de la production, il a toujours considéré que c'était essentiel. Et c'est une conviction que je partage aujourd'hui et que l'ensemble de nos équipes partageons. À Barbade, 10% seulement des produits consommés sont fabriqués localement. Marché de 270 000 habitants, malgré les salaires plus bas qui pourraient potentiellement permettre de fabriquer à des prix plus bas. À la Martinique, c'est 20% de nos achats qui sont faits localement. C'est trop faible. Il faut qu'on y travaille, mais je peux vous garantir que nous avons la volonté d'y travailler tous les jours. À l'île de la Réunion où nous sommes présents, c'est 30%. Le marché fait 1 million d'habitants. Probablement qu'une des raisons est là. On parlera aussi tout à l'heure, quand on rentrera dans le détail, des filières, des organisations, mais je crois qu'on peut faire mieux, néanmoins, malgré les contraintes de notre marché. Une solution globale, nous ne la voyons pas. Ou alors, sauf si votre voisin, c'est-à-dire Monsieur le Préfet, et à travers lui l'État, trouve une solution qui s'appelle la continuité territoriale. La voie royale, pour prendre l'expression de certains. C'est certain que si je rejoins Patrick Fabre, si nous sommes en mesure d'acheter localement, c'est-à-dire que les produits arrivés à nos magasins arrivent au même prix qu'un magasin en métropole, nous vendrons au même prix qu'un magasin en métropole, c'est une certitude. Nos marges sont les mêmes, mais la différence, c'est l'éloignement. Alors, nous les distributeurs, qui sommes au contact des consommateurs tous les jours et qui voyons bien et qui se faisons engueuler à juste titre tous les jours par nos clients qui nous disent c'est trop cher, on cherche des solutions. Ça fait plusieurs années que nous poussons à cette idée, dont on va reparler tout à l'heure, de double péréquation, de dire, à défaut d'une continuité territoriale globale, que la Corse, au demeurant, a su négocier il y a une trentaine d'années, sujet à mettre sur la table, si, à défaut d'arriver à faire une continuité territoriale globale, pourquoi ne pas, et je reprends les propos de Patrick Fabre, sur ces produits de première nécessité, attention, pas les produits premier prix, les produits les plus consommés. Dans notre proposition, on parle de famille de produits, et c'est toute la différence avec 2009. Les propositions dont on va parler tout à l'heure et que les distributeurs poussent sont des propositions beaucoup plus importantes, beaucoup plus massives, avec des impacts considérablement plus forts pour le consommateur martiniquais que ceux qui avaient été proposés en 2009. Nous parlons d'une cinquantaine de familles de produits, mais quand on va décider, si on y arrive, de baisser le prix des pâtes alimentaires, parce qu'on aura fait une double péréquation, c'est-à-dire que l'on aura baissé les frais d'approche et que l'on aura baissé l'octroi de mer et que l'on aura baissé de 20 ou 25% le prix de ces paquets de pâtes alimentaires, c'est pas la pâte premier prix, c'est l'ensemble de la famille des pâtes, c'est l'ensemble de la famille du riz s'il est concerné, et c'est l'ensemble des familles de tous les produits concernés. L'autre solution,
mais là encore, là, ça n'est plus l'État, encore que. Ce sont les transporteurs maritimes. Mais c'est vrai que le système dans lequel on est un système qui, les transporteurs, à juste titre, disent ça me coûte le même prix de transporter un conteneur, quelle que soit la marchandise vendue. Oui, mais sauf que quand on met 20 000 euros de marchandises dans ce conteneur, l'impact des frais d'approche que l'on estime à 5 000 euros est beaucoup plus élevé que si on met 100 000 euros de marchandises. Et donc, au fond, vous disiez tout à l'heure que l'impact du transport, c'était 4% sur les marchandises transportées. Je vous réponds chiche. Allons mettre 4% sur tout. Et là, mon paquet de pâtes alimentaires et de riz, on aura résolu l'essentiel du problème. Mais on voit bien que c'est compliqué. Je sais que c'est un système mondial, mais n'empêche que le sujet, il est quand même beaucoup là. Pour terminer, Monsieur le Président, notre groupe est né à la Martinique. Mon père a ouvert sa première entreprise en 1960. Il avait 3 collaborateurs. 10 ans plus tard, parce qu'il a bien travaillé, ils étaient 50. Il a commencé avec une petite usine, un petit élevage de poulets de chair. On a essayé aussi l'industrie. Nous avons à une époque été fabricants de pâtes alimentaires, de biscuits. Et puis c'est difficile. Je laisserai les producteurs parler ensuite, mais c'est difficile sur les petits marchés, même s'il faut y travailler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les entreprises, elles sont fragiles. Rien n'est jamais acquis, quelle que soit sa taille. Mais nos économies, la Martinique en particulier, a besoin d'entreprises fortes qui investissent et a besoin d'entreprises martiniquaises. C'est notre cas, c'est le cas des acteurs que vous avez autour de cette table, et c'est une chance. Nous sommes concernés. Nous savons d'où nous venons. Nous savons la petite entreprise que nous étions. Nous savons que l'entreprise est fragile, mais vous pouvez aussi compter sur nous, sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je crois après, c'est M. Joc. Et après... Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je voudrais rappeler que la Chambre de commerce et d'industrie s'est préoccupée depuis plusieurs années de cette problématique de la vie chère. Nous avions, en 2023, et cela a été rappelé par plusieurs interlocuteurs précédents, travaillé sur la problématique de comment réduire le coût de la vie à la Martinique. Certains chiffres ont été repris, mais il s'agit de moyennes, et je voudrais quand même rappeler que si c'est 4% le coût du transport, c'est une moyenne qui masque des écarts que nous avons sur les produits alimentaires. L'écart de prix de 40% sur les produits alimentaires est proprement insupportable, et c'est pour ça qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, nous avions travaillé avec un cabinet spécialisé en économie insulaire pour déterminer les causes de cet écart de prix et surtout formuler des propositions. Je ne reviendrai pas aujourd'hui maintenant sur les propositions, je pense qu'on a le temps d'y revenir, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que si nous voulons que les prix baissent, il faut que l'ensemble des parties prenantes, distribution, État, collectivités, soient enfin alignés et que les propositions qui sortiront d'ici ne seront efficaces pour les Martiniquais en termes de baisse de prix que si tout le monde, en même temps, met en œuvre les solutions. Distribution, je l'ai dit, transport, collectivité et État. La continuité territoriale a été évoquée. C'est ce que je considère comme étant la voie royale. La sénatrice Conconne l'a évoqué et en a parlé dans son rapport. Je pense qu'il faut que nous nous donnions les moyens de permettre aux Martiniquais d'acheter les produits à des prix raisonnables. Je ne pense pas que l'on parvienne d'un coup de baguette magique à avoir les mêmes prix que dans l'Hexagone, mais il faut travailler à réduire cet écart qui est proprement insupportable pour les Martiniquais, singulièrement pour ceux qui ont un pouvoir d'achat très faible. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du Conseil exécutif, près de 30% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est dans ce cadre-là et de ce contexte-là que nous avons, dès 2023, à la Chambre de commerce et d'industrie, travaillé sur les écarts de prix et formulé des propositions dont certaines sont reprises aujourd'hui et nous nous en réjouissons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Larcher. Tout d'abord, vous remercier, Monsieur le Président Letchimy, Monsieur le Préfet, de l'invitation que nous faites au niveau de la production locale. Saluer donc les représentants du RPRAC présents ce jour, saluer les élus nationaux, députés et sénateurs, et chaque personne, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités.
Nous croyons à la nécessité du développement de la production locale en Martinique, dans toute son entièreté, ses dimensions agricoles, artisanales, industrielles et le monde de la pêche. Nous y croyons pour son rôle sur le développement de l'autonomie alimentaire et de la souveraineté alimentaire de la Martinique. Nous y croyons pour son rôle dans le développement du pouvoir d'achat, parce que plus de développement économique, de production locale, veut dire plus de développement d'emplois qualifiés. Nous y croyons parce que le développement de la production locale, c'est aussi pour chacun de nos acteurs de la production locale une amélioration de la compétitivité et donc une baisse des prix. Pour son rôle aussi, la production locale est importante pour la mise à disposition de tous nos produits locaux aux Martiniquais, avec des clients partenaires que sont les GMS, qui sont nos premiers partenaires pour les produits alimentaires, la petite distribution et aussi les marchés locaux et régionaux, ce dont nous sommes très fiers. Nous croyons au développement de la production locale pour participer aussi à l'enjeu environnemental de notre petite Martinique. Et ce développement de la production locale a deux effets. D'abord, la baisse de prix de vente pour les consommateurs, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui réunis, et le développement, et ça il ne faut jamais l'oublier, des emplois qualifiés sur le territoire. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Céline Rose. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Comme d'habitude, la présence de la Confédération des petites et moyennes entreprises, on peut s'étonner de sa présence autour de la table, parce qu'elle n'a pas de grands groupes au sein de ses adhérents, mais elle a beaucoup de commerces de proximité. Et je suis souvent là pour rappeler que ce commerce de proximité participe aussi à l'alimentation de la population. Et notre attention est entièrement portée sur les solutions qui vont aussi profiter à cette petite distribution qui aussi achète cher, on va dire ça comme ça, pour parler simplement. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de sérieux autour de la table. Tout n'a pas été filmé, c'est vrai. Aujourd'hui, on trouve une solution. Je suis ravie que vous puissiez rester autour de la table aujourd'hui pour que nous ayons cette confrontation d'idées et cette recherche de solutions pour la Martinique. Je crois que c'est important que tout le monde soit conscient que des travaux ont été menés. Ils n'ont pas été peut-être à la hauteur des attentes de la population, mais pour avoir participé à bon nombre de rencontres, je crois que c'est important que nous soyons tous conscients qu'aujourd'hui, au-delà des discours, au-delà de nos prérogatives, nous avons tous la responsabilité d'apporter une réponse concrète aux Martiniquais. Et cette réponse ne doit pas être au détriment de ce commerce de proximité qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, je suis attentive à ce que les dispositions qui seront prises soient aussi, aient aussi un impact sur ces commerces de proximité. Voilà. Merci. Bien. S'il n'y a pas de demande de prise de parole. Non, c'est quelle instance? Ah, pardonne-moi. Je te vois à DIL dès que je croyais que c'était la DIL. Vas-y. On te donne un micro? Il y a des micros... Non, c'est pas celui-là. Il y a des micros prévus. Donc, voilà, merci. Ça arrive. Oui. Toutes mes excuses. Oui, merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif, pour votre invitation. Merci aussi à Monsieur le Préfet. Le CESEM, le troisième pilier de la collectivité territoriale de la Martinique, a été convié aux 2 premières tables rondes. Aujourd'hui, je représente le président Éric Bellemare-Empêché. Je salue aussi le président Salibert, monsieur et mesdames les parlementaires. Le CESEM n'est pas resté silencieux puisque nous représentons la société civile organisée. Aujourd'hui, la Martinique vit une crise sans précédent. Tous les niveaux de la société sont touchés. Hier encore, quand j'ai vu la ville capitale Fort-de-France, on s'écroule vraiment dans une situation, un état de guerre. Il faut absolument qu'on sorte aujourd'hui concrètement, et on a la chance que ça soit un mouvement citoyen qui impulse cette réunion, parce qu'il y a des rapports, il y a des constats, il y a des audits,
Mais aujourd'hui, il faut qu'on avance concrètement pour la population. Je me rends compte, vous le disiez, Monsieur le Président, le logement, les impayés locatifs explosent. Aujourd'hui où je vous parle, nous étions l'année dernière, pour toute l'année civile 2023, à 600 commandements de payer, 800 commandements de payer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà à 600 commandements de payer. C'est dire que la misère, la situation touche tous les ménages martiniquais. Ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois. Donc nous devons sortir d'ici avec des solutions concrètes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je salue la présence du député Nadeau et je demande s'il veut dire un mot préliminaire. Et ensuite, on va rentrer dans la phase active, action, proposition. Merci, Monsieur le Président. Je serai très très rapide, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser de mon retard, puisque vous savez qu'on a des problèmes quand même importants de circulation. Et ça interroge d'ailleurs l'aménagement du territoire et la faible résilience de nos infrastructures. Et c'est peut-être un champ dans lequel nous aurons aussi à travailler. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est celui de la vie chère. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, de même que Monsieur le Préfet, de cette initiative, d'avoir accédé aussi à la demande du REPRAC quant à la transparence des débats. C'est bien, mais peut mieux faire. Ce serait bien encore qu'on aille plus loin dans cette transparence. Je crois qu'on gagnerait à ce que la population puisse effectivement écouter les propos et les propositions des uns des autres. Dire également qu'il est une évidence que ce type d'espace vaut mieux que toute forme de répression. Et je souscris complètement à la demande d'ailleurs de mon collègue Jean-Philippe Nirolo, que je remercie d'ailleurs de m'avoir excusé, quant à le fait que la présence, à mon avis, de troupes de police supplémentaires n'est pas de nature à apaiser les tensions. Je le dis, je le répète, surtout qu'on connaît aussi dans nos mémoires, dans notre mémoire collective, ce qu'a pu représenter la CRS pour le peuple martiniquais. Enfin, je souscris également à l'alerte lancée par l'Association des maires. Je crois que l'octroi de mer ne doit pas être le sacrifié en fait de cet effort, de ces efforts pour améliorer le pouvoir d'achat des Martiniquais. Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse aussi beaucoup parce que la situation des communes est préoccupante. Je pense notamment à l'action des communes s'agissant des centres communaux d'action sociale. Mais je voudrais dire aussi que pour moi, l'octroi de mer, ce n'est pas seulement une question de financement des collectivités, c'est aussi un outil important de protection de notre production. Et je le dis, un pays qui ne produit pas ne peut pas être un pays. Et puis, au fond, j'ai entendu aussi, puisque j'ai pu écouter quelques débats, sur la dimension structurelle des problématiques. Mais je serais tenté de dire en conclusion, comme le président Lula, quand il parlait au FMI, que quels que soient les problèmes structurels, dire aux structures que les Martiniquais ont besoin de manger au moins 3 fois dans la journée. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous propose clairement honnêtement, nous sommes tous d'accord qu'on est dans une situation extrêmement difficile et qu'il faut s'en sortir. D'accord ? Il n'y a pas de débat. Maintenant, ce sont les modalités et l'ampleur des propositions qui seront formulées. Je vous propose de passer à la phase proposition, mais avant la phase proposition, ce serait intéressant d'entendre à la fois la CTM, l'État, de manière synthétique et résumée, sur ce qui a déjà été fait. Je pense que, monsieur le préfet, je vous repasse la parole pour la partie État. Oui, vous prenez connaissance de... Alors, excusez-moi, monsieur le président. Eh bien, on est d'accord. Donc on arrête. Oui, on arrête. Oui, oui. C'est ce qu'on avait. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Et aussi visuel qu'audio. Hein. Donc, je vous remercie 1000 fois. Allez-y. Et c'est aussi pour les journalistes, puisque ce qu'on a appliqué c'est pour les journalistes aussi, hein, s'il vous plaît. Oui, là. Ah oui.
Ah oui, la caméra tourne. Les journalistes pouvaient, si ça ne vous gêne pas que les journalistes restent là, on ne va pas demander aux journalistes de sortir, mais pas d'enregistrement, film, etc. On est d'accord, je vous fais confiance. Mais la caméra est de KMT, qui a reçu mandat émission, et tourne. Et à la fin de notre séance, vous avez la clé, et 10 minutes après. J'essaye, 10 minutes après. Comme ça, c'est tranquille. Ouais, Non, ils peuvent écouter, mais ils n'enregistrent pas. Mais non, mais je viens de dire, ils ne sont pas.